Une silhouette se découpe dans la pénombre face à un écran lumineux projetant une carte des prix immobiliers parisiens. Des chiffres astronomiques clignotent, des courbes grimpent vers l'absurde. Une jeune femme, le regard vidé, glisse sa main sur l'épaule de son compagnon. Leur visage, marqué par la fatigue et la déception, reflète l'échec d'une promesse. Ils travaillent, ils épargnent, ils rêvent, mais ce rêve, celui d'un foyer, d'une stabilité, d'une petite parcelle de cette ville lumière, se désagrège sous leurs yeux. Leur salaire, fruit d'années d'études et de sacrifices, s'évapore face à un mur de prix qui ne cesse de s'élever. Leurs parents ont acheté pour un salaire annuel, ce qui leur coûte aujourd'hui un siècle d'efforts. Ce n'est plus une question de mérite, c'est une question de survie. On vous dit que l'inflation est une fatalité, une hausse générale des prix, une force mystérieuse qui frappe aveuglément. On vous répète que le coût de la vie augmente pour tous et qu'il faut simplement s'y adapter. C'est le grand mensonge. La réalité est bien plus insidieuse, plus cruelle. L'inflation n'est pas une force aveugle, c'est un vol organisé, une spoliation massive qui ne frappe pas au hasard. Elle cible, elle dépouille ceux qui épargnent honnêtement, ceux qui travaillent sans relâche, au profit d'une caste d'initiés. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un crime contre le citoyen ordinaire, masqué sous le jargon économique, le crime de l'inflation des actifs. Comment ce braquage se déroule-t-il à ciel ouvert? Le mécanisme est d'une simplicité cynique. Il porte un nom, l'effet Cantillon. Imaginez un robinet géant. Ce robinet, ce sont les banques centrales. Elles ouvrent les vannes, injectant des milliers de milliards de monnaies nouvelles dans le système. Mais où va cet argent en premier lieu? Il ne tombe pas comme une pluie équitable sur tous les citoyens, non. Il ruisselle d'abord vers les banques, les grandes institutions financières, les fonds d'investissement, les grandes entreprises. Ces acteurs, les plus proches de la source, utilisent cet argent frais pour acheter des actifs, des actions, de l'immobilier, des obligations, de l'art. Leur portefeuille gonfle, les prix de ces actifs s'envolent. Ce n'est qu'ensuite, lentement, progressivement, que cette nouvelle monnaie se diffuse dans l'économie réelle, atteignant enfin le citoyen ordinaire. Mais quand elle arrive, c'est trop tard. Les prix des biens essentiels ont déjà commencé à grimper. Les salaires, eux, n'ont pas bougé. Le piège est alors refermé. Vous, le citoyen lambda, vous détenez votre épargne en monnaie fiduciaire, en euros, en dollars, sur un compte qui ne rapporte presque rien. Votre salaire, fruit de votre labeur, stagne ou augmente à peine. Pendant ce temps, les prix des choses dont vous avez désespérément besoin pour vivre, un toit au-dessus de votre tête par exemple, s'envolent. L'accès à la propriété devient un mirage. Vous êtes condamné à louer, à payer des loyers toujours plus chers à des propriétaires qui voient leurs actifs valorisés sans effort. Vous êtes contraint à l'endettement pour simplement maintenir un semblant de dignité. Chaque euro que vous gagnez perd de sa substance, car les véritables richesses, les actifs réels, sont accaparés par ceux qui bénéficient de l'injection monétaire précoce. Vous ne pouvez pas gagner à ce jeu, car les règles ont été truquées. Le système n'est pas fait pour vous. Il est conçu pour vous asservir. L'histoire, elle, ne se répète pas, mais elle rime. Il n'est pas nécessaire de remonter aux sesterces romains. En l'an 1716, la France du Régent était au bord du gouffre. La dette royale était abyssale. C'est alors qu'un banquier écossais visionnaire, John Law, propose une solution radicale, remplacer l'or et l'argent par du papier-monnaie, émis par sa banque générale. L'objectif officiel, relancer l'économie. La réalité, financer l'État en imprimant. Les actions de sa compagnie du Mississippi, promettant des richesses illimitées en Louisiane, deviennent le Graal. La spéculation s'empare de Paris. La rue Quincampoix devient le théâtre d'une frénésie sans précédent. Des fortunes sont faites en quelques jours. Des laquais deviennent des rentiers. Des propriétés entières changent de main à des prix délirants. Les prix de l'immobilier parisien s'envolent. Tout n'est que papier, promesses et effervescence insensée. Mais ce qui monte sans fondement retombe toujours avec violence.
En l'an 1720, la bulle éclate, le point de rupture est brutal, la confiance s'effrite. Les actionnaires réalisent que les richesses de la Louisiane sont une chimère. La valeur du papier-monnaie s'effondre. La Banque générale est contrainte de cesser les paiements. Le peuple se rue au guichet, paniqué, pour échanger ses billets contre de l'or ou de l'argent. Mais il n'y en a plus. Les milliardaires d'hier se retrouvent ruinés en un instant. Ceux qui, comme Law lui-même, ou les plus astucieux, avaient eu la prescience de convertir leurs gains papier en terre, en hôtels particuliers, en diamants, avant le crash, ont sauvé leur mise. Les autres, des milliers d'autres, ont tout perdu. Le sol parisien fut jonché de billets sans valeur. Les conséquences humaines furent dévastatrices. Des familles entières, qui avaient mis toutes leurs économies dans ces actions illusoires, se retrouvèrent à la rue. La famine frappa ceux qui n'avaient plus rien pour acheter du pain. La société fut déchirée entre les nouveaux riches, insouciants, et une masse de pauvres spoliés, rongés par la rage et le désespoir. Des émeutes éclatèrent. Des vies furent brisées. La confiance dans le papier-monnaie fut anéantie pour des décennies. L'État, lui, avait réduit sa dette en ruinant son propre peuple. Ce fut un transfert de richesses historiques, orchestré par une illusion monétaire, et dont les victimes furent les citoyens ordinaires, ceux qui n'avaient pas les connexions ni l'information pour anticiper le désastre. 2 siècles et demi plus tard, le miroir de l'histoire nous renvoie une image troublante. Les rues de Paris, toujours majestueuses, dissimulent le même drame, le même mécanisme pervers. Hier, la Compagnie du Mississippi, aujourd'hui, les marchés boursiers mondiaux. Hier, des billets imprimés pour financer des colonies illusoires. Aujourd'hui, des milliers de milliards de monnaies numériques créées ex nihilo par les banques centrales, injectées dans les marchés financiers sous couvert de stabilisation ou de relance. Le résultat, des prix immobiliers à Paris qui défient toute logique économique. Un appartement de 50 mètres carrés dans le centre historique coûte plus de 1 million d'euros. Combien de salaires annuels pour un tel prix? 200, 300. Les signes avant-coureurs d'un effondrement latent sont désormais partout, indéniables, criants. L'immobilier parisien, et bien au-delà, n'est plus un logement, c'est un actif financier. Un placement pour les fonds de pension, les grandes fortunes, les investisseurs étrangers qui voient leur capital gonfler grâce aux politiques monétaires expansionnistes. Le rendement locatif est souvent ridicule par rapport au prix d'achat, mais peu importe. L'essentiel est la plus-value latente, nourrie par l'abondance monétaire. Pendant ce temps, les salaires du citoyen moyen restent désespérément en arrière. Le ratio prix immobilier-revenu n'a jamais été aussi élevé. La dette publique, la dette privée, la dette des entreprises atteignent des sommets inégalés. Les marchés boursiers battent record sur record, déconnectés de la réalité économique des petites entreprises qui luttent. La richesse se concentre entre les mains d'une infime minorité. La tension sociale monte. Le fossé se creuse. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle rime, plus dangereuse que jamais. Alors, que nous réserve l'avenir? Si cette trajectoire ne change pas, la projection est glaçante. Dans 5, 10 ans, nous pourrions vivre dans une société néo-féodale. Une minorité possédera l'essentiel des actifs, terres, immeubles, entreprises, actions. La grande majorité des citoyens sera réduite à une condition de locataire perpétuel, d'employé précaire, endetté jusqu'au cou, travaillant pour une caste de propriétaires et d'actionnaires. Le rêve d'ascension sociale deviendra une chimère absolue. La classe moyenne sera éradiquée, prise en étau entre l'élite possédante et une masse de précaires. La monnaie perdra sa valeur, la confiance s'effondrera, et avec elle, l'ordre social que nous connaissons. L'effondrement ne sera pas soudain mais progressif, insidieux, jusqu'au point de non-retour. Comment survivre à cette spoliation programmée? Comment se protéger de ce crime contre votre avenir? La solution n'est pas dans la fuite, mais dans la compréhension et l'action. Premièrement, éloignez-vous autant que possible de la monnaie fiduciaire que l'on dévalue à votre insu. Convertissez votre épargne en actifs réels, tangibles.
L'or physique, l'argent métal, sont des refuges millénaires contre l'imprimerie monétaire. Deuxièmement, investissez dans les terres productives. Un lopin de terre qui vous nourrit, qui produit quelque chose de réel, est une protection contre l'effondrement des prix illusoires. Troisièmement, développez des compétences essentielles, des savoir-faire qui ne peuvent pas être dévalués par un trait de plume ou une décision de banque centrale. L'autonomie, la résilience, la connaissance. C'est la seule voie pour échapper au piège. Ce n'est pas un hasard si l'histoire répète ses motifs les plus sombres. Ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence des choix. Des choix de ceux qui détiennent le pouvoir monétaire, des choix de ceux qui profitent de la confusion et de l'ignorance. L'inflation des actifs n'est pas une simple fluctuation économique. C'est un outil de transfert de richesse, un instrument de pouvoir. Pour comprendre ces rimes de l'histoire, pour anticiper le prochain acte de ce drame économique et protéger ce qui vous reste, abonnez-vous. Les archives parlent. Êtes-vous prêt à écouter?